Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire des jeudis du biotesting saison 2, premier épisode. On est vraiment ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Ces différents webinaires mensuels qui vont nous emmener jusqu'au 7 et 8 juin 2023 pour la prochaine édition des Journées Proforma du biotesting, quatrième édition. Donc, d'ores et déjà, notez bien dans votre agenda cette date importante pour 2023. Pour ce webinaire, je vous rappelle brièvement la règle du jeu, puisque donc l'atelier va se dérouler en deux parties. Vous aurez d'abord une présentation de nos experts pendant 35-40 minutes. Et puis ensuite, on aura un temps, une quinzaine à 20 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention via le petit onglet questions-réponses que vous trouverez sur la partie basse de votre écran et donc de pouvoir poser vos différentes questions et on les traitera à l'issue en seconde partie. Nous ne prévoyons pas d'interaction à l'oral, donc on prendra vos questions via cette messagerie. Cet atelier sera accessible en replay, donc à l'issue de l'atelier. On vous enverra le lien, vous recevrez par mail. Et puis, eh bien, aujourd'hui, pour ce premier webinaire 2022-2023, nous allons parler de gestion des risques HCP, des host cell protéines. Et pour ce faire, nous avons la chance de pouvoir accueillir chaleureusement tout d'abord Vincent Rivera, fondateur et directeur de GTP Immuno, et Romuald Arnaud, Business Development Manager à GTP BioWays. Messieurs, c'est à vous. Merci Fabien pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés sur ce webinaire auquel nous avons un grand plaisir à participer. Merci Paul Pharma pour cette proposition et d'avoir accepté cette présentation sous ce format webinaire où nous allons vous présenter par l'intermédiaire de case studies rencontrés chez GTP BioWays les expertises que nous avons en interne pour gérer justement ces problématiques de HCP Risk Management. Alors, je m'appelle Vincent Rivera, je suis le fondateur et directeur à ce jour de GTP Immuno, anciennement connu sous ID Biotech, société créée il y a maintenant plus de 18 ans. Romuald Arnaud, qui est notre business développeur et qui se fera un plaisir d'enregistrer vos questions et d'y répondre. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour à tous. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et je serai donc votre lien commercial à l'issue de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Romuald. Alors tout d'abord, GTP BioWays. GTP BioWays est une CDMO qui propose sous la forme de prestations de services allant des développements R&D jusqu'au fill and finish en grade GMP pharmaceutique, la production de molécules biologiques, de bioconjugués type ADC et de nanodrugs. Cette CDMO se répartit sur 4 sites. Le site de GTP Technologies qui est spécialisé dans la production de molécules recombinantes produites en microbien et en mammalien et qui propose la production de ces molécules au grade de GMP. Il y a le site GTP Biologics qui lui aussi est spécialisé dans la production de molécules recombinantes dans des cellules de mammifères et qui a une spécificité en ce sens où elle est spécialisée dans la production d'ADC et le manufacturing d'ADC au grade de GMP. Le site GTP Nano, qui est spécialisé dans la fabrication de nanodrogues au grade GMP et dans le fill and finish au grade aseptique et GMP d'une large gamme également de small molecules API. Et enfin, le site GTP Immuno, qui est dont la spécialisation est le développement d'immunoessais et de prestations analytiques à façon, notamment orientées vers le HCP Risk Management.
Pour GTP Immuno, notre expertise se situe sur le design et le développement d'immunoessais et de prestations de services développés à façon pour le management de la qualité et de la sécurité des bioproduits. Lorsqu'on se replace sur ce continuum of biological que propose GTP BioWeight et qui va donc de la R&D jusqu'au fill and finish en grade pharmaceutique, nous proposons des prestations de services analytiques justement pour le support au développement de ces bioprocédés, avec notamment un focus sur l'anticipation des risques de contamination par des contaminants tels que les HCP, dont nous allons parler aujourd'hui, protéina, benzonase, tous les contaminants qui peuvent entrer dans les développements des bioprocédés. Nous proposons également la production et la qualification de ce qui est défini comme étant les réactifs critiques des tests ELISA, qui sont utilisés pour détecter les contaminants, donc en l'occurrence les HCP, mais aussi pour faire de la quantification et identification des drug substances, du candidat. Quelques chiffres clés sur GTP BioWeight, rapidement, c'est plus de 20 ans d'expérience en tant que prestataire de services, avec plus de 150 projets qui ont été amenés à leur terme, et aujourd'hui des prestations de services qui sont réparties sur 4 unités permettant des productions de biomolécules au grade GMP. Alors, venons-en aux sales protéines et aux raisons pour lesquelles il est important de suivre cette thématique au cours du développement d'un bioprocédé. Alors, ces sales protéines, en fait, ce sont des contaminants qui sont exprimés par toutes les cellules qui peuvent être utilisées dans le cadre de bioproduction. La plus connue d'entre elles étant bien entendu les cellules de type CHO qui représentent à elles seules plus de 70% des bioproductions à l'heure actuelle, mais pas que. Donc on a des bactéries type Escherichia coli, des Pichia pastori, cellules humaines HK293, des cellules d'insectes et des cellules que j'ai définies comme étant un petit peu plus exotiques, mais qui rentrent de plus en plus dans les projets de bioproduction, comme les cellules végétales. Et un petit peu plus récemment, on entend beaucoup parler de cellules d'algues. Alors, en fait, ces cellules, qu'est-ce qui va générer finalement la production des HCP? Ces HCP étant un mélange très hétérogène d'impuretés qui peuvent persister au cours du bioprocédé. Tout simplement, déjà, ces HCP sont en fait des protéines, des molécules qui sont nécessaires au métabolisme cellulaire normal de ces cellules. Cellules qui, de par la modification génétique qui leur est apportée et le stress qui est généré par la surexpression du candidat médicament, peuvent surexprimer certaines HCP en regard de ce qu'elles feraient à l'état naturel. Il y a également des problématiques de viabilité cellulaire au cours des bioprocédés et des lyses cellulaires qui peuvent subvenir soit par accident au cours d'un bioprocédé ou alors lyse cellulaire souhaitée en fonction du type de biomanufacture. Alors en fait, lorsqu'on regarde un petit peu, qu'on fait un focus par exemple sur une CHO de type K1, on se rend compte que lorsqu'on passe du génome au protéome et au sécrétome, on va avoir à peu près pour le génome 24-25 000 gènes qui vont se traduire en fait par un protéome de environ 6 000 protéines et un sécrétome de 2 000 protéines. Et on se rend compte que du coup, on a affaire à un nombre très important et très hétérogène de contaminants potentiels. Je vous ai représenté sur la droite de cette slide une électrophorèse bidimensionnelle issue de l'USP 1132, électrophorèse bidimensionnelle où on vient séparer les HCP par le point isoélectrique et le point moléculaire apparent. Et on se rend compte très facilement, visuellement, qu'on n'a pas affaire à
un seul contaminant, une seule famille de contaminants, mais en fait à une famille très hétérogène de contaminants, hétérogènes et en point moléculaire et en point isoélectrique. Alors en fait, ceci a des conséquences très directes sur le suivi et le tracking des host cells protéines. Le premier, c'est qu'il va être très difficile de traquer simultanément l'ensemble de ces contaminants. Le deuxième point, c'est qu'un changement dans le bioprocédé peut impacter la population des HCP qui est exprimée. Et ce qui est certain, c'est qu'un changement dans la population en HCP exprimée va impacter de manière certaine le monitoring qu'il faudra mettre en œuvre. Alors en fait, ces HCP, on peut se poser la question de pourquoi elles sont si importante et pourquoi les autorités sanitaires sont aussi regardantes sur le tracking et la maîtrise justement de ce HCP risque. Comme on l'a précisé, les HCP sont une famille de molécules qui peuvent avoir un impact incertain sur, d'une part, la santé des patients et, d'autre part, la qualité de produit. Santé des patients, certaines HCP peuvent avoir des effets secondaires qui sont délétères chez les patients traités. Problème d'immunogénicité avec la génération potentielle d'anticorps anti-HCP qui peuvent poser des problèmes allergiques, notamment lorsqu'on a affaire à des candidats et des molécules recombinantes à injection répétée. Et enfin, efficacité de la drug substance avec potentiellement des enzymes, par exemple résiduelles, des HCP qui sont des enzymes résiduelles et qui peuvent conduire à la dégradation soit directement de la drug substance ou alors des agents de stabilisation de la drug substance. Alors, il en ressort au final que les autorités sanitaires pour les HCP suivent la guidelines ICH Q6B et qu'elles ont donc classifié les HCP comme faisant partie des Critical Quality Attributes. Ce qui fait que les HCP sont des contaminants qui doivent être monitorés et quantifiés en utilisant des méthodes analytiques les plus sensibles possibles. Et ces méthodes doivent être mises en œuvre d'une part en tant que support au développement du bioprocédé, mais également doivent être utilisées pour libérer les lots de drug substance. Méthodes qui doivent avoir des sensibilités autour comprises entre 1 et 100 ppm. Ce sujet étant en fait pris au cas par cas par les autorités sanitaires en fonction du candidat et de son application thérapeutique. Fort de ce qui vient d'être présenté, donc les HCP, il faut les suivre. C'est une famille très hétérogène de contaminants et on se retrouve pour le testing et la quantification de ces HCP à 4 challenges majeurs. Le premier étant qu'on a un très large nombre d'analytes différents à détecter en même temps et que donc les tests de détection des HCP doivent être des tests à très large spectre, à très large coverage. Le deuxième point, c'est que plus on avance vers les étapes de purification et plus on va vers des concentrations en HCP qui sont faibles en présence d'un excès du candidat, de la drug substance et potentiellement dans une matrice qui peut engendrer des perturbations dans la quantification de ces HCP. Le troisième point, c'est que, comme on l'a rapidement évoqué précédemment, le profil d'un HCP peut changer au cours du développement du bioprocédé et il faudra donc avoir une méthode analytique qui puisse supporter ces changements en profil de HCP. Et le dernier point, c'est que les process de purification n'éliminent pas les HCP de manière uniforme. Et en fait, on comprend rapidement qu'il n'y a pas de méthode analytique standardisée, de solution standardisée pour quantifier, détecter les HCP. Les requis techniques pour ces tests HCP sont en premier lieu la sensibilité. Il faut une limite de détection proche du nanogramme par millilitre, voire moins.
avec une méthode qui soit à la fois, je dirais, spécifique et sélective, c'est-à-dire spécifique dans le sens où il faut qu'elle puisse reconnaître la majorité des HCP, mais également sélective dans le sens où il faut qu'il n'y ait pas de réaction croisée contre la drug substance, souvent en plus dans un milieu très complexe, comme par exemple au démarrage des étapes de purification. Et enfin, il est souhaitable que ces méthodes soient des méthodes de type high throughput, c'est-à-dire qu'on puisse analyser un nombre conséquent d'échantillons en un seul run ou sur une journée, notamment lorsqu'on est sur des étapes de développement de bioprocédés. Alors à ce jour, la gold standard méthode pour suivre les HCP, ce sont des ELISA qui utilisent des anticorps polyclonaux qui sont dirigés contre les HCP natives dans des formats de test ELISA de type sandwich, où en fait on va développer des anticorps qui vont permettre de capturer les HCP cibles et on utilise un deuxième anticorps de révélation qui va permettre au final de générer un signal qui est directement proportionnel à la quantité de HCP qui aura été détectée dans l'échantillon analysé. Alors, pourquoi ces ELISA sont devenus la gold standard méthode pour quantifier les HCP? Tout simplement parce que dans un premier temps, ils répondent à ce point de pouvoir analyser un nombre important d'échantillons en un seul run analytique. Le deuxième point, c'est que du coup, c'est devenu un standard industriel qui peut être utilisé pour libérer les lots de drug substance, car il est utilisable et validable dans un environnement GMP. Le troisième point, c'est qu'il existe de nombreux tests commerciaux, ELISA HCP, qui sont disponibles et pour la plupart des souches qui sont utilisées à ce jour en bioproduction. Et enfin, c'est que l'utilisation de ces tests ELISA est encadrée par des spécifications réglementaires qui expliquent comment les utiliser, comment les qualifier et comment les mettre en œuvre au sein des laboratoires de bioproduction, qu'ils soient R&D ou en grade de GMP. Alors justement, ces prérequis réglementaires, ils sont encadrés par deux normes qui sont relativement récentes, l'USP 1132 et une norme européenne, la 2.6.34, qui date de 2016 et 2017 respectivement, et qui définissent en fait comment doivent être qualifiés et contrôlés ce qu'on appelle les réactifs critiques de ces tests ELISA, à savoir et les antigènes qui sont utilisés pour produire des anticorps et étalonner les tests, et ces anticorps justement qui sont produits à partir de ces HCP. Alors, j'ai retiré essentiellement 3 points de ces guidelines réglementaires, car ce seront les 3 points qui vont être illustrés par les case studies. Le premier, c'est ce qu'on appelle la suitability. En fait, c'est la sélection du test commercial qui va être le mieux adapté à votre bioprocédé. On l'étudie essentiellement sur 3 points. On va étudier la linéarité de la dilution de ces tests ELISA, la spécificité, bien sûr, des anticorps, c'est-à-dire pas de réaction croisée, notamment contre le bioproduit, et la précision de ces tests-là, avec notamment l'étude par des essais d'ajout dosé de l'absence d'effet matrice en utilisant ces tests ELISA. Le deuxième point, une fois qu'on va avoir sélectionné le test ELISA qui fit le mieux avec son bioprocédé, c'est de procéder à un coverage. Un coverage, en fait, c'est déterminer par une méthode analytique appropriée quelle est la proportion de HCP au final qui est reconnue par les anticorps polyclonaux qui sont utilisés dans le test ELISA considéré. Et enfin, le dernier point, c'est le développement de tests ELISA process spécifiques qui peuvent être nécessaires lorsque, par exemple, il n'y a pas de tests commerciaux disponibles pour la souche utilisée, ou alors qu'il n'y a pas de tests commerciaux adaptés aux bioprocédés mis en œuvre. Et quoi qu'il en soit, lorsqu'on arrive sur des phases matures du développement de son candidat, les autorités réglementaires demandent à ce que, préconisent qu'un test spécifique soit développé afin de notamment maîtriser justement ces réactifs critiques.
Alors, je vais en passer maintenant au case study avec deux exemples qui sont des exemples qu'on rencontre très couramment chez GTP BioWays. Le premier va concerner justement la sélection de tests commerciaux, HCP ELISA Suitability. Et le deuxième exemple sera orienté sur la production des réactifs critiques permettant le développement d'un test ELISA process spécifique. Alors, le premier case study, HCP ELISA Suitability, quelle était la problématique du client, il s'agissait d'une société de biotechnologie développant sa molécule dans une cellule de type CHO et en cours de développement de son DSP. Problématique de cette structure qui a comparé les résultats en fait obtenus avec un ELISA commercial utilisé pour quantifier les HCP-CHO et qui a rapidement identifié un écart de résultats assez conséquent, d'une part entre l'ELISA et la spectrométrie de masse, mais aussi en utilisant l'ELISA, une stabilisation des HCP au cours des DSP2, des étapes DSP2 et DSP3, voire une remontée des HCP sur ces phases de purification. Avec en plus une non-corrélation avec les résultats obtenus en utilisant la spectrométrie de masse. Le souhait était de disposer d'un test ELISA en interne chez leur CRO de façon à pouvoir continuer la mise au point, le développement de ce bioprocédé. Et ils ont donc mis le développement en pause, le temps de sélectionner et de trouver un test ELISA leur permettant d'avancer et de quantifier les HCP. Cette société nous a contactés chez GTP Immuno de façon à fixer ce problème et nous a transmis des résultats qui nous ont permis de suspecter des problématiques de non-linéarité de la dilution. Alors, présentation rapide de ces résultats sur 3 échantillons, un cell harvest et les étapes de purification DSP2, DSP3, avec des analyses en dilution sériée au dixième, où on identifie assez rapidement que la concentration en HCP dans ces échantillons augmente au fil de la dilution, quel que soit le type d'échantillon considéré. On n'a pas une stabilisation de la concentration au fil de la dilution. Et en fait, c'est un signe très, très fort de problématique de dilution non linéaire. Plus la concentration en HCP augmente au fil de la dilution, plus cela nous oriente vers des problématiques au potentiel de dilution non linéaire. Alors du coup, fort de ce constat, le plan de travail qu'on a proposé à cette société a été de comparer 3 ELISA commerciaux, l'ELISA A, qui était l'ELISA utilisée au sein de leur CRO, que nous avons comparé à 2 autres ELISA, ELISA B et ELISA C, également disponibles pour la souche utilisée dans leur bioprocédé. L'objectif du travail, ça a été d'évaluer les effets potentiels de dilution non linéaire en utilisant ces 3 tests ELISA et de spike recovery en utilisant des échantillons allant du harvest clarifié jusqu'à la drug substance. Objectif, bien sûr, étant de pouvoir ensuite recommander le meilleur test ELISA pour la poursuite de leur développement DSP. Alors, au niveau des résultats, je vous ai présenté sur ce tableau les résultats obtenus avec l'échantillon Cell Harvest en utilisant l'ELISA A, donc l'ELISA actuellement utilisée dans leur CRO. L'étude de la dilution de la linéarité se fait par dilution successive au demi de l'échantillon considéré, recalcul de la concentration en HCP en prenant justement en compte ce facteur de dilution et comparaison des dilutions, des résultats des concentrations en HCP au fil de la dilution et l'objectif étant d'identifier sur au moins 3-4 dilutions sériées successives une stabilité relative de la concentration en HCP. On se rencontre sur cet exemple-là que
cet échantillon Cell Harvest analysé avec l'ELISA ne montre pas de variabilité significative de la concentration en HCP. On peut faire des représentations graphiques de ces résultats, ce qui permet d'avoir une visualisation beaucoup plus parlante en fait de la stabilité relative de ces dilutions, en prenant en considération la concentration moyenne obtenue au fil des dilutions et en se fixant un tunnel d'acceptance compris entre 80 et 120% de cette concentration cible. Et on voit ici sur cet exemple que les différentes dilutions donnent des concentrations en HCP qui restent dans ce tunnel d'acceptance. Au niveau des spike recovery, on fait la même chose sur différentes dilutions sériées au demi, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps mesurer la concentration en HCP dans l'échantillon considéré, à la dilution considérée. On va rajouter une quantité connue de HCP dans l'échantillon et on va la mesurer et ensuite la comparer à la concentration théorique. Et ici aussi, il faut qu'on se retrouve dans un pourcentage de recovery qui va être compris entre 80 et 120% de la concentration cible. Donc, sur cet échantillon, on voit qu'on n'a pas de problématique significative de précision du test ELISA. Donc, au final, pas de problème sur ce Cell Harvest de dilution non linéaire en utilisant cet ELISA. On a fait la même chose en fait avec l'ensemble des échantillons. Je vous montre ici un deuxième exemple réalisé sur l'échantillon DSP2, toujours avec cet ELISA A. Et même principe, hein, analyse de l'échantillon en dilution sériée au demi, recalcul des concentrations en HCP dans ces échantillons. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas du tout de stabilisation de la concentration en HCP et que lorsqu'on utilise la même représentation graphique que tout à l'heure, on identifie assez aisément qu'on a une problématique de dilution non linéaire. Par contre, pas de problème au niveau des spike recovery. On a un test qui permet qui ne montre pas de problématique d'effet matrice avec cet échantillon marqué. Donc, en conclusion, sur cet échantillon-là, on a très clairement un problème de dilution non linéaire en utilisant ce test ELISA, ce qui fait qu'on va avoir de grosses difficultés à quantifier les HCP dans cet échantillon avec cet ELISA. Alors, en fait, on a fait le même travail et je vous ai présenté ici les résultats du Cell Harvest jusqu'au DSP3 avec l'ELISA A, l'ELISA B, l'ELISA C. L'ELISA A, nous avons vu les deux premiers résultats sur Cell Harvest et DSP2. Au niveau du DSP3, on a également identifié un problème de dilution non linéaire et pas de problématique au niveau des spike recovery. À l'aide de l'ELISA B, quel que soit l'échantillon analysé, nous n'avons pas identifié ni de problème de dilution non linéaire, ni de problème de spike recovery. L'ELISA C a montré, notamment sur l'échantillon DSP3, des problématiques à la fois de dilution non linéaire et de mauvais recovery sur des tests d'ajout dosé. Cette étude nous a permis donc au final de sélectionner l'ELISA B comme étant l'ELISA le mieux adapté aux bioprocédés utilisés, mis en œuvre par notre client. Donc en fait, au niveau des résultats, on a par cette étude pu identifier un ELISA commercial collant et donnant des résultats convenables pour le suivi du DSP du client et qui permet surtout de démontrer la clearance au fil du bioprocédé des HCP. Et au final, cet ELISA a été intégré, ce nouvel ELISA a été intégré au sein de leur CRO qui a du coup pu redémarrer le développement du DSP avec un outil en interne de type ELISA. Je vais passer au deuxième case study qui concerne cette fois-ci le développement des réactifs critiques nécessaires pour le développement de tests ELISA de type HCP.
Le contexte, il s'agissait d'une société pharmaceutique qui fabrique un antigène vaccinal à partir d'une cellule qui leur est propre en utilisant un test ELISA développé en interne quelques années auparavant. Après plusieurs années d'utilisation, les réactifs de ce test ELISA sont arrivés à épuisement, quasi épuisement, et il était donc nécessaire de reproduire et les antigènes nécessaires à l'immunisation et au calibrage du test ELISA, l'étalonnage du test ELISA et les anticorps polyclonaux utilisés dans le test ELISA. Problématique, c'est que à ce stade-là, il n'y avait pas les ressources en interne ni les capacités pour développer, qualifier et produire ces réactifs critiques, avec un risque assez important au final de se retrouver à épuisement de ces réactifs et à être dans l'incapacité de libérer les prochains lots de drug product. Cette société s'est donc approchée de GTP BioWays et nous avons proposé le plan de travail suivant. Dans un premier temps, un audit assez poussé de leurs bioprocédés et au niveau de l'USP et au niveau du DSP, de façon à parfaitement comprendre et intégrer ce bioprocédé. À partir de cette analyse, nous avons proposé la production de HCP à partir de la Moxel Line dans des bioréacteurs de 50 litres et en produisant 3 lots différents, 3 lots au cours desquels nous avons généré de la variabilité au sein de la bioproduction, de façon justement à générer de la variabilité de production du profil des HCP et à avoir des HCP représentatifs de ce qui peut se passer au fil de la bioproduction industrielle. Le troisième point a été de récupérer ces HCP au final à un stade plus précoce que ce qui avait été fait auparavant lors du développement initial du test ELISA, de façon à obtenir des anticorps HCP avec un spectre de reconnaissance beaucoup plus large que précédemment, et donc de sécuriser le bioprocédé et le release de l'antigène vaccinal. Le troisième point, c'était de produire un pool d'anticorps polyclonaux anti-HCP, de caractériser notamment en termes de coverage ces anticorps, ce pool d'anticorps polyclonaux, et enfin de développer un test ELISA process spécifique. Alors au niveau des résultats, je vous ai présenté ici une analyse bidimensionnelle des 3 lots de HCP qui ont été produits. 3 lots de HCP qui ont été comparés et où on a pu effectivement identifier une certaine variabilité liée à des conditions de bioproduction différentes, des viabilités cellulaires différentes qui ont permis d'obtenir une population en HCP très large. Ces 3 lots ont été réunis et ont constitué le pool de HCP de départ. Pool de HCP que nous avons défini comme étant les total HCP et au sein desquels nous avons extrait les HCP de bas poids moléculaire de façon à ensuite pouvoir produire 2 cohortes d'animaux en immunisation, une cohorte contre les total HCP et une cohorte contre les HCP de bas poids moléculaire qui sont connus pour être beaucoup moins immunoréactives que les HCP de haut poids moléculaire. Je vous ai présenté ici justement la séparation, la préparation de ces HCP par chromatographie de tasonnisage moléculaire après optimisation de la purification et par analyse électrophorétique ici, l'analyse de différentes fractions au sein de ce fractionnement, justement. Sur la piste S, ici, on peut identifier l'échantillon de total HCP qui a été injecté sur la colonne et on voit ici, sur les différentes fractions analysées, 3, 5, 7, 9 et ainsi de suite, une séparation progressive des HCP de haut poids moléculaire et des HCP de bas poids moléculaire.
On a donc pu ainsi déterminer à partir de quel moment il était nécessaire de récupérer les fractions pour obtenir des HCP de bas poids moléculaire avec un poids moléculaire situé autour, avec un cutoff situé autour de 30-35 kg d'haltone. Alors en fait, on a produit différents lots de HCP de bas poids moléculaire et on a caractérisé ces HCP de bas poids moléculaire. J'ai représenté ici une nouvelle analyse SDS-PAGE où on a à nouveau les HCP, les total HCP qui ont été injectés sur la colonne et 3 lots de HCP de bas poids moléculaire qui ont été produits par sec à partir de ces total HCP. Ces deux immunogènes, en fait, puisqu'il s'agit ensuite d'utiliser ces total HCP et ces bas poids moléculaires comme immunogènes, ont été également caractérisés par électrophorèse bidimensionnelle. Vous avez ici en haut représenté l'analyse bidimensionnelle du total HCP et en dessous l'analyse par toujours électrophorèse bidimensionnelle des HCP de bas poids moléculaire. Et on peut aisément identifier une diminution très significative des HCP de haut poids moléculaire avec une concentration significative des HCP de bas poids moléculaire. Alors, ces deux fractions ont été utilisées pour immuniser donc, 2 cohortes d'animaux de façon à produire des anticorps polyclonaux anti-HCP. Donc, une cohorte totale et une cohorte bas poids moléculaire. Au cours des différents prélèvements d'antisérum sur des animaux qui sont répartis sur un protocole qui a duré là 138 jours avec des prélèvements à J42, 63, 89, 103 et 124 et 138, en fait, on procède à différentes caractérisations. La première caractérisation est un dosage total des IgG dans les sérums, de façon d'une part à pouvoir voir sur un animal là, le profil de production des IgG et de pouvoir aussi comparer les animaux entre eux. Et on voit par exemple ici sur l'analyse des antisérums dirigés contre les total HCP, il y a des animaux qui sont très bons répondeurs et des animaux qui sont beaucoup moins bons répondeurs. Et ceci va nous permettre de les sélectionner éventuellement par rapport à ces profils de réponse. Même chose pour les HCP de bas poids moléculaire. Hein. On va doser au niveau de chaque bleed le taux d'IgG au fil du processus d'immunisation. La deuxième caractérisation qui est faite, c'est d'aller déterminer le titre en anticorps de chaque prélèvement, de chaque lapin, pardon, pour un prélèvement donné contre l'antigène cible. Ceci va nous permettre de sélectionner et d'identifier les animaux qui ont les meilleurs titres contre l'antigène cible. Donc ici, on a l'analyse des antisérums J138 contre les total HCP et ici, la même chose contre les HCP de bas poids moléculaire. Et enfin, on va également caractériser chaque prélèvement par Western blotting une dimension, représentée en bleu ici l'analyse des prélèvements contre les total HCP, où on peut au niveau de chaque prélèvement identifier le profil de reconnaissance. Et on voit ici que sur les total HCP, on a une reconnaissance essentiellement focalisée sur les HCP de haut poids moléculaire avec quelques bandes faiblement révélées au niveau des HCP de bas poids moléculaire. Et on a ici l'analyse des lapins immunisés ce coup-ci contre les HCP de bas poids moléculaire. Et on identifie qu'il y a très peu, voire pas de HCP de haut poids moléculaire identifiés, alors qu'on va avoir une réactivité beaucoup plus focalisée sur les HCP de bas poids moléculaire. Une fois que l'ensemble des caractérisations est faite sur l'ensemble des prélèvements, on vient sélectionner les animaux qui vont, les animaux et les prélèvements qui vont rentrer dans le pool total d'antisérum qui servira ensuite au développement du test ELISA. Et on va valider ce mélange d'antisérum
pour déterminer son coverage par technologie ici de DDIP. Sur le mélange en question, sur la production de ces anticorps en question, nous avons obtenu un coverage de 88%, avec une assez bonne répartition selon les 4 quadrants du gel et avec une reconnaissance assez significative également des HCP de bas poids moléculaire. Coverage de 88% qui est en accord avec ce qui est généralement demandé par les autorités sanitaires pour le développement des tests ELISA. Au final, donc, nous sommes parvenus, suite à la demande de notre client, à reproduire les réactifs critiques nécessaires à assurer la continuité de leur production chez eux. Et nous sommes à l'heure actuelle en train de purifier les anticorps anti-HCP et développer un test ELISA process spécifique. Nos préconisations pour les étapes suivantes, ça va être dans un premier temps, nous de rédiger à partir du test développé une SOP de façon à ce que ce test puisse être utilisé dans un premier temps dans le laboratoire de notre client. Et le deuxième point va être de développer un test ELISA prêt à l'emploi, validé selon l'ICHQ2R1 et fourni sous la forme de kit prêt à l'emploi, trousse de dosage. J'en ai terminé avec la présentation de ces 2 case studies. Les principales conclusions que nous pouvons amener, c'est au final que les expertises croisées présentes dans le groupe GTP BioWaste, avec une très forte expertise dans un premier temps sur le développement des bioprocédés, la mise au point des bioprocédés et ensuite leur transfert dans un environnement GMP, associé à l'expertise que nous avons chez GTP Immuno sur le développement et la caractérisation de ces tests ELISA HCP, permet dans un premier temps d'anticiper les problématiques et éventuellement, dès la mise au point du bioprocédé, de diriger vers un test ELISA qui soit beaucoup plus pertinent pour le développement du bioprocédé et au final, également de pouvoir proposer la fabrication des réactifs critiques nécessaires au développement des tests ELISA et notamment, je dirais, cette capacité à produire les HCP à partir de mock cell line, ce qui demande d'avoir des connaissances particulières, des infrastructures particulières et qui est un des points clés dans le succès du développement d'un test ELISA process spécifique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous restons à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous aurez suscitées à cette présentation. Merci à tous. Merci beaucoup, Vincent, pour cet exposé, cette présentation qui était très claire. Néanmoins, quelques questions nous sont arrivées. Alors, bien entendu, continuez, n'hésitez pas à poursuivre et poser vos questions dans le fil, donc en cliquant sur l'onglet questions-réponses. Peut-être, Vincent, vous pouvez, si vous souhaitez, arrêter le partage de votre écran, comme ça on vous verra en grand, ainsi que Romuald. Première question, Bettina Da Silva de Promega vous dit bien sûr bonjour et se demande voilà, est-ce qu'il y a aujourd'hui des alternatives au Gold standard, donc ELISA, qui sont évaluées à des fins de bioproduction ou de production clinique en cours avec des acceptations par les autorités d'une autre technologie que le Gold standard pour mesurer ces HCP? Alors, bon, les tests immuno restent. Alors, on a parlé, nous, d'ELISA. Ensuite, il y a des immunoessais qui peuvent être développés sur d'autres types de plateformes. Il y a des technologies chez Gyros qui utilisent comme des disques CD. Il y a des technologies chez Perkin-Elmer qui utilisent d'autres méthodes, on va dire, que les tests ELISA tels qu'on les connaît, mais qui utilisent donc toujours des interactions de type antigène-anticorps. La méthode
on va dire, orthogonale de choix, c'est la spectrométrie de masse qui a fait une percée assez conséquente ces dernières années, qui permet l'identification des HCP et également leur quantification relative, et qui est sur certains exemples, notamment de cell and gene therapy, qui a été, à ma connaissance, validé pour des productions en grade GMP. Alors, la problématique de ces méthodes spectrométrie de masse, c'est qu'elles sont très lourdes à mettre en œuvre et qu'elles sont très, très compliquées à valider dans un environnement GMP. Déjà, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'outils différents, c'est-à-dire de spectromètres de masse différents, de méthodes différentes, et tout simplement également aussi la gestion des bases de données qui sont utilisées pour interpréter les résultats. Mais oui, c'est faisable et je dirais qu'il y a beaucoup de méthodes alternatives qui peuvent être utilisées pour sécuriser son projet. Il y a les ELISA, il y a tout ce qui peut être électrophorèse, une dimension, deux dimensions, électrophorèse capillaire, mais la spectrométrie de masse est la méthode orthogonale aujourd'hui de choix aux méthodes immuno. Avec la problématique qu'elle est lourde à mettre en œuvre et qu'elle nécessite la plupart du temps de faire appel à un prestataire externe pour analyser ces échantillons. C'est rarement une méthode in-house qui est flexible et rapide à mettre en œuvre. Alors Vincent, tu parlais notamment de Gyros. On a Thomas Marc qui est également avec nous et qui se demande, et pas que lui, on a une autre question aussi dans ce sens, qui nous demande comment expliquer, vous, le problème de dilutional linearity des tests ELISA. Alors, les problématiques de dilutional linearity, elles sont au final assez simples. J'ai essayé d'exposer en introduction la complexité des HCP. Donc, on a affaire à des contaminants qui sont très variés, très divers, très hétérogènes, en poids moléculaire, en poids isoélectrique et même en structure du coup biochimique. Et on va générer des anticorps contre ces HCP qui vont être utilisés pour soit sensibiliser un disque chez Gyros ou le puits d'une plaque ELISA dans un ELISA plus conventionnel. Et en fait, les dilutions non linéaires sont liées au fait qu'on a une capacité restreinte de fixation de ces HCP pour certaines d'entre elles. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on va reconnaître une HCP particulière, mais en fait, on a trop peu d'anticorps de capture permettant de capturer cette HCP, ce qui elle, est surreprésenté dans l'échantillon considéré. Et du coup, en fait, plus on va diluer, plus on va être en capacité de fixer cette HCP considérée. Et lorsqu'on va remultiplier par le facteur de dilution, eh bien, on va avoir une augmentation de la concentration en cette HCP ou en cette famille de HCP particulière. Et la problématique, c'est que souvent, pour arriver à ne plus avoir l'effet de dilution non linéaire, donc à retrouver de la linéarité de la dilution pour un échantillon donné, on est obligé de le diluer de manière très importante jusqu'à finalement arriver en dessous des capacités de sensibilité du test et dans des zones de quantification du test qui sont beaucoup moins précises. Mais pour répondre très simplement à la question, les problèmes de dilution non linéaire, ils sont liés à alors j'ai le terme en anglais, à une imbalance, à un déséquilibre entre les anticorps de capture dirigés contre certaines HCP et ces certaines HCP étant surreprésentés dans un échantillon donné. Et c'est typique des tests HCP qui sont dirigés contre une population très, très variée de contaminants. Et du coup, alors, comment on peut les identifier et s'en affranchir? Alors, alors, la spectrométrie de masse peut être un outil qui permet d'aider justement à justement identifier une population d'HCP qui serait surreprésentée dans un bioprocédé donné. Et on peut alors soit développer un ELISA dédié
pour cette famille de HCP, ou alors justement reproduire des réactifs qu'on va définir comme étant process spécifiques, puisque les problèmes de dilution non linéaire sont souvent liés et identifiés sur des tests commerciaux qui, eux, sont développés à partir d'immunogènes HCP qui sont produits par le fabricant du kit et qui n'ont peut-être pas qui ne sont pas représentatifs en fait du bioprocédé considéré et donc qui vont générer ces problématiques de dilution non linéaire parce que l'antigène utilisé par le fabricant du kit n'est pas représentatif des HCP qui sont générés dans le bioprocédé. Et du coup, en prenant les HCP du bioprocédé et en générant des anticorps process spécifiques, on peut arriver à résoudre ces problématiques de dilution non linéaire. Après, le deuxième point qui permet de les régler, c'est justement quand on va constituer le pool le pool d'anticorps anti-HCP à partir de différents animaux, c'est de trouver un mélange optimisé qui permet sur un bioprocédé donné de s'affranchir de ces problématiques de dilution non linéaire. Alors, j'ai une autre question, Vincent. Vous avez parlé enfin, comment on peut réagir lorsque le coverage des anticorps de notre kit ELISA est faible? Alors, il y a plusieurs façons de réagir. Bon, c'est pas un bon signe, hein, parce qu'on va avoir des questions à un moment donné des autorités sanitaires qui vont dire vous utilisez un test ELISA qui a un mauvais coverage. Déjà, il faut le reconfirmer. Éventuellement, si on a fait un coverage par technologie de DDIB, on peut faire un coverage par immunoaffinité, par exemple. On peut essayer de croiser les informations. Et si le résultat est confirmé, alors il y a essayer de trouver un autre test commercial qui va éventuellement avoir un meilleur coverage. Le deuxième, excusez-moi, j'ai du son qui interfère. Ouais. Le deuxième point, c'est que si on doit partir vers le développement d'un test process spécifique, ça va prendre du temps. Il faut considérer à minima 8 mois et la plupart du temps 12 mois avant d'avoir un nouveau test ELISA disponible. Laurence, je pense que vous avez le micro activé avec du son perturbateur. Et donc, en fait, pour répondre précisément, si le coverage ne va pas, il va falloir changer de méthode immuno. Donc, développer, soit en trouver un commercial, soit en développer un process spécifique. Mais la stratégie, c'est pour les autorités sanitaires, en tous les cas, c'est lorsqu'on est conscient de ce phénomène, on n'a pas un bon coverage, ben, il est de 60%, il est de 55%. Pour l'instant, on n'a pas le temps de faire, on n'a pas la possibilité de faire autrement. Donc, c'est un état de fait. On a un test ELISA avec un coverage qui n'est pas bon. On en a pris acte. On développe un ELISA plus performant. Et pour assurer la gestion du risque de son bioprocédé, on va mettre en œuvre des méthodes justement orthogonales, alternatives, qui nous permettent d'aller détecter les HCP par d'autres moyens, spectrométrie de masse, électrophorèse, voilà. Tout un panel analytique qui permet de sécuriser le projet. Merci Vincent. Nous avons une question d'Aurore de Lavareille. Comment faire si les HCP proviennent d'une raw material utilisée pendant notre process de production et pour laquelle nous ne disposons pas d'informations concernant ces HCP contaminantes? Alors, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Comment faire si les HCP proviennent d'une raw material utilisée pendant notre process de production et pour laquelle nous ne disposons pas d'informations concernant ces HCP contaminants? Alors, j'imagine que pas d'informations, c'est qu'ils n'ont pas été caractérisés. Donc, je dirais que le premier point, c'est de récupérer ces HCP, justement, de les caractériser,
par des méthodes qui peuvent être des méthodes biochimiques relativement simples au démarrage, c'est-à-dire SDS page 1D, analyse bidimensionnelle, pourquoi pas un petit coup de spectrométrie de masse selon l'ampleur du projet. Et ensuite, il n'y a pas de problématique à utiliser ces HCP pour développer un test ELISA, on va dire, au process spécifique, sauf si ces HCP contiennent également la drug substance. Donc, je dirais que le prérequis, c'est de ne pas avoir la drug substance présente dans ces HCP, parce que sinon, on va générer des anticorps dirigés contre la drug substance, et après, on va avoir un test ELISA qui va croiser avec le candidat et qui sera inutilisable. Donc, voilà, il faut caractériser ces HCP, les produire à partir d'une MOC ou d'une null cell line, hein, c'est-à-dire la même cellule, mais ne contenant pas l'insert de production de la protéine d'intérêt. Si ce n'est pas possible, parce que pour une raison X ou Y, on peut mettre au point des méthodes qui, à partir de ces HCP, permettent d'épuiser la drug substance dans le milieu, donc la dépléter, de façon à récupérer les HCP sans la drug substance et ensuite produire des anticorps contre ces HCP pour développer un test spécifique de ce bioprocédé. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. En tout cas, si je puis me... Aurore nous dit que c'était bien la problématique posée et que la réponse était bien, Vincent. Oui, et si je puis me permettre, messieurs, GTP BioWays est là en ça et à la cross-expertise pour réaliser ce que vient de dire, bien sûr, Vincent. Donc, je suggérerais à Aurore Lavareille de se rapprocher de nos équipes pour que nous puissions en discuter de manière un peu plus approfondie. Moi, du coup, je rebondis sur ce que vous disiez, Vincent. Du coup, s'il faut développer un test spécifique, quel est le timing finalement entre le moment où on va vous solliciter et aboutir à une solution qui soit validée? Alors, c'est comme le fût du canon. Ça dépend du sens du vent. Mais il y a quand même des incompressibles. On a de plus en plus de projets aujourd'hui qui sont des fast track et pour lesquels il y a des demandes de production accélérée. Donc là, on est obligé de faire preuve d'énormément d'inventivité pour développer des tests HCP le plus rapidement possible, on va dire entre 6 et 8 mois. Tout du moins des tests de première génération qui ensuite seront complétés par un test de deuxième génération qui viendra rendre encore plus performant le test de première génération. Si on reste sur un timing, on va dire, plus classique, hein, il faut considérer entre 10 et 12 mois pour aller, alors sans compter la production des HCP, hein, à partir de la MOC cell line, à partir du moment où les total HCP sont disponibles, il faut compter entre 10 et 12 mois hein, pour qualifier les HCP, préparer les HCP, lancer les immunisations, produire et caractériser les différents prélèvements, qualifier le pool, purifier les anticorps à partir du pool, monter le test ELISA, développer le test ELISA, l'éprouver sur les échantillons issus du bioprocédé, qualifier le test. À partir de là, on peut proposer un transfert de réactifs au client avec une SOP, donc avec une instruction d'utilisation, et le client peut déjà utiliser le test dans son labo, et on peut aller un cran plus loin, c'est-à-dire transformer un test de paillasse, entre guillemets, en un kit prêt à l'emploi. Et là, on va passer sur des étapes de sensibilisation des plaques ELISA, d'études de stabilité des réactifs dans le temps, que ce soit les standards du kit et la phase solide qu'est la plaque ELISA et les phases liquides qu'est le conjugué. Donc ça va prendre une année
de plus, hein, avec des études en accéléré, mais aussi des études en temps réel. Mais voilà, pour avoir des réactifs sur un pas de temps normal, on est entre à minima 10 mois et 12 mois. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on est sur un développement d'un candidat, lorsqu'on arrive sur les étapes, les phases 2, c'est en général à ce moment-là que la biotech ou la pharma anticipe le développement de son test ELISA process spécifique pour être prêt en phase 3, c'est-à-dire un an plus tard, on va dire, avec ses réactifs, propres, hein, ses critical reagents pour son test ELISA. Voilà. Après, on peut aller plus vite, hein. On l'a fait là, suite au Covid, on a eu différentes sollicitations sur du fast track. Ça va plus vite, hein. C'est un petit peu plus challenging, mais par exemple, quand on est sur des cellules pour lesquelles il n'y a pas d'outils disponibles sur le marché, on a eu le cas là récemment, fin d'année dernière et début de cette année. Ben voilà, c'est toujours on a déjà un test de première génération dirigé contre les HCP de cette souche spécifique qui est mis en œuvre chez le client, qui est comparé avec les résultats sont comparés avec les méthodes orthogonales et on a le loisir, si j'ose dire, de poursuivre les immunisations, de compléter les immunisations, d'aller identifier les HCP spécifiques qui auraient été mieux identifiés au cours du développement du bioprocédé avec production d'anticorps spécifiques contre ces HCP. Et alors là, soit on va développer un test pour le coup dirigé contre une HCP problématique, je pense à la PLBL2 qui est souvent rencontrée au niveau des anticorps monoclonaux thérapeutiques. Ou sinon, on vient compléter le pool de polyclonaux avec des antisérums un petit peu plus avec un spectre de reconnaissance un petit peu plus large. Voilà. Mais c'est pas figé. Enfin, en tous les cas, la façon dont on aborde les projets, lorsqu'on a développé un test ELISA, il n'est jamais figé. Ça peut être un ELISA de première génération qui ensuite est complété par un ELISA de deuxième génération, bon, mais qui doit être après revalidé, ainsi de suite, hein. Donc après, là, on a des contraintes liées à la réglementation de validation de ces tests-là qui, de toute façon, il faut suivre. Merci Vincent. Et tout à l'heure, tout à l'heure au début de présentation, lorsque tu parlais justement des HCP, c'est vrai que souvent on pense au HCP par rapport à ses impuretés et à des problématiques, on va dire, de safety et de propriétés immunogènes que cela peut engendrer chez les patients. Et il y a aussi, tu disais, des problématiques par rapport au fait que ça peut être, par exemple, une enzyme et cette enzyme vienne en partie liser notre molécule d'intérêt. D'ailleurs, on a eu cette année Fabrice Cantet, qu'on salue, de Servier, qui est également membre du comité de programmation, qui a exposé un cas qu'ils ont rencontré chez Servier. À partir de, moi je me dis, mais à partir de quand on se dit, dans le cadre de son développement, tiens, j'ai une problématique là du coup finalement de niveau de productivité. Comment on peut soupçonner que ce soit des HCP qui viennent perturber la concentration de ma production? Alors, en général, les HCP ne viennent pas impacter sur les rendements ou la productivité de la cellule. Les exemples que je connais, tout du moins, hein, les témoignages auxquels j'ai pu assister, font plus état de détection assez tardive de la dégradation du produit au cours des études de stabilité du produit. Voilà, sur des produits qui sont au stade d'essais cliniques un petit peu avancés ou voire des produits commerciaux, hein, ça a existé. Alors, ça n'a pas forcément d'impact délétère ou de problème de safety pour les patients. Ça va être plus une problématique pour la pharma qui va voir son produit se dégrader. Alors, je dirais que sur la partie anticorps, les plâtres ont été essuyés, hein, sur les
les 10 dernières années ou 20 dernières années par le fait qu'effectivement, il y a des instabilités de produits qui ont été identifiées et pour le coup, des enzymes résiduelles qui ont été identifiées et qu'on vient traquer aujourd'hui, par exemple, avec des tests spécifiques. C'est-à-dire que plus on se resserre plus on approche de la drug substance et du drug product, plus on va avoir la capacité d'aller chercher des HCP spécifiques. Les tests ELISA, ils sont très utiles, les tests ELISA HCP, pour le développement du bioprocédé et la démonstration de la clearance en HCP au long du DSP et pour sécuriser le projet dans ce sens-là. Mais lorsqu'on va arriver sur la DS, le produit final, dans la plupart des cas, on sait très bien qu'il va y avoir 3, 4, 2 HCP qui vont traîner, là, entre guillemets. Alors, c'est là qu'il y a la spectrométrie de masse apporte un intérêt certain, c'est-à-dire qu'on va étudier plusieurs choses à l'aide de la spectrométrie de masse. Donc, on va déjà essayer de détecter ces HCP, de les identifier. Et ensuite, on va faire deux choses. On va regarder, premièrement, si ces HCP ont une problématique d'immunogénicité connue chez l'homme. Donc, on part sur des banques de données et on va aller regarder si c'est une HCP qui peut engendrer des problématiques chez le client. Et le deuxième point, c'est qu'on va regarder l'activité de ces HCP et regarder si c'est une enzyme, si c'est une hydrolase, si c'est une protéine avec une activité quelconque qui puisse engendrer soit la dégradation de la drug substance, soit la dégradation par exemple des polysorbates, hein, comme les phospholipases qui vont dégrader les polysorbates et en fait, en fin de compte, entraîner la dégradation de la molécule d'intérêt. Et du coup, on peut développer des tests immuno spécifiques dirigés contre une HCP spécifique une fois qu'on va l'avoir identifiée de manière, on va dire, répétable dans son bioprocédé. Et puis surtout, on va essayer justement, si on a identifié une HCP bien spécifique, de modifier son bioprocédé pour l'éliminer le plus possible. Mais voilà, la stratégie, que je vois, c'est celle-ci. On a une dernière question de Bettina Da Silva qui nous dit, qui demande quel est le seuil d'acceptation de ces HCP par les autorités et quand faut-il revoir le process de production? Est-ce un critère informatif pour les autorités, niveau à renseigner dans le dossier réglementaire ou critique qui peut bloquer toute la production si trop de HCP détectés, même si pas forcément de problème de safety observé? Alors, pour avoir participé à plusieurs congrès avec la présence d'autorités sanitaires et européennes et américaines, FDA, il n'y a pas de réponse type. Alors, j'ai indiqué dans la présentation que les HCP, c'est entre 1 et 100 ppm, et j'ai bien mis entre parenthèses, c'est au cas par cas. En fait, ça va dépendre énormément du type de molécule, du fait de savoir si c'est une injection unique ou si c'est des injections répétées, auquel cas, s'il y a présence de HCP, on a des risques de safety et immunogénicité. Du type de patient, ça va pas être la même chose si on a un candidat qui s'adresse à des enfants ou un candidat qui est le traitement de la dernière chance sur un cancer avancé. Ça va dépendre du type de cellule. Si on utilise une coli ou si on utilise une HK293, on n'a pas le même risque d'immunogénicité, sachant que l'une, c'est une bactérie, l'autre, c'est produit à partir d'une cellule humaine. Donc, c'est vraiment très au cas par cas. C'est évalué par les autorités sanitaires et ça fait effectivement partie du package global. Je sais par exemple que chez certaines pharma, ils se mettent des contraintes très importantes sur la libération de leur lot d'anticorps thérapeutiques. Là où la réglementation leur demanderait entre 1 et 100 ppm, ils se mettent des cartes de contrôle avec du 5 ppm. C'est-à-dire, si on dépasse les 5 ppm de HCP, on fait une investigation à dire pourquoi habituellement on est entre 1 et 3
Là, on est passé à 5. C'est quel HCP qui est passé à travers? Ou est-ce qu'il y a eu un souci au niveau du bioprocédé? Voilà. Ils mettent la barre très, très haut, très, très haute, puisque c'est souvent des anticorps à injection répétée. Voilà. Et il y a d'autres cas de figure où on peut imaginer que les autorités sanitaires vont accepter des produits avec 200, 300 ppm de HCP parce que le candidat médicament est différent et s'adresse à une population différente. C'est très cas par cas. Donc là, il faut se rapprocher des autorités sanitaires dès qu'on a les premiers éléments, hein, pour appréhender leur réaction. Après, ce qui est certain, c'est que, et leurs exigences, ce qui est certain, c'est que après, voilà, quel que soit le sujet, ça ne changera pas sur les demandes de qualification des outils utilisés pour traquer les HCP, que ce soit de l'ELISA, de la spectrométrie de masse ou du SDS-PAGE. Il faudra quand même faire le tour. Même si vous avez un bioprocédé au cours duquel vous avez 200 ppm de HCP, il faudra démontrer que vous avez une répétabilité sur vos 200 ppm de HCP, que vous maîtrisez votre bioprocédé. Donc, en fait, c'est ça qui va être demandé aussi par les autorités sanitaires. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est voilà, la personne de la FDA que j'ai en tête, elle a tout le temps cette question, tout comme elle a tout le temps la question de c'est quoi un bon pourcentage de coverage? Il n'y a pas de bon pourcentage de coverage. C'est intégré dans un projet global. C'est quoi le nombre de ppm de HCP que vous acceptez? Il n'y a pas de réponse standardisée, c'est au cas par cas. En fonction du projet, de comment il est abordé et des éléments de qualification qui sont amenés avec le bioprocédé. C'était très clair, Vincent. Merci beaucoup pour cette présentation et ces réponses à ces nombreuses questions que nous ont posées nos auditeurs du jour. Merci Vincent, merci Romuald pour l'animation de ce webinaire. On remercie également dans l'ombre Laurence Paviolo, votre collègue en charge du marketing et communication, qui nous a aidés pour préparer ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé à ce premier jeudi de biotesting saison 2. On se retrouve le 20 octobre avec un autre partenaire expert qui sera GMP. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et on se dit à très vite. Merci à tous. Merci. Merci. Merci Fabien. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.